Je vais essayer de mon côté, après la présentation de mon collègue, d'étendre un petit peu la période en replaçant la période historique dans sa position où elle se trouve dans l'histoire entre le passé et le présent. Et puis l'idée, évidemment, c'est d'essayer de voir où allons-nous. Donc je vais vous parler des changements climatiques en se centrant sur la Suisse maintenant, puisqu'on a eu une vision plus large, et arriver à voir la Suisse et puis la région alpine en particulier, puisque vous savez qu'il y a une vulnérabilité particulière de la région alpine par rapport au changement climatique. Donc si on se retrouve par rapport... là, on arrive à 2000 ans. Emmanuel nous a parlé de 500 ans, surtout dans la période où on a des archives historiques. Là, vous avez 2000 ans. L'idée, c'est de vous montrer comment la température a évolué pendant ces 2 derniers millénaires, approximativement. Donc, on retrouve... la période historique dans cette zone-là, approximativement. Et vous voyez qu'auparavant, surtout, on retrouve exactement ce qu'Emmanuel nous a raconté tout à l'heure avec les périodes d'augmentation-diminution des températures, avec une période relativement favorable, l'an 1000, etc. Et puis, ce que je vous montre ici, c'est surtout l'augmentation des températures actuelles, où on voit qu'on arrive à des valeurs qui commencent à sortir vraiment de ce qu'on a connu dans les derniers millénaires en tout cas, et bientôt par rapport à ce qu'on connaissait il y a beaucoup plus longtemps. Si on recentre par contre sur la période toute récente, on voit comment cette augmentation se situe, surtout à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Par rapport aux conditions qu'on avait sur la première partie du XXe siècle, on avait déjà un certain changement climatique, une certaine augmentation des températures liées à l'accroissement en gaz à effet de serre, mais on avait aussi un impact important des conditions naturelles, et c'est vraiment à partir de la seconde partie, et même à partir des années 70, qu'on a vraiment une sorte de décollage des températures, où on quitte vraiment la vitesse de changement qu'on avait connue dans la période historique, ou en tout cas dans la période où les changements étaient naturels. Ça, c'est une autre manière de vous montrer les choses pour la période récente, où vous avez les années anciennes, fin du 19e, en bleu, et puis les années récentes en rouge. Donc c'est un dégradé de couleurs qui vous indique les années et qui vous permet aussi de voir les différentes saisons du début à la fin de l'année. Et vous voyez clairement cette augmentation où vous avez les années les plus anciennes avec des températures toujours dans les plus fraîches, et puis les années récentes avec les valeurs qui sont en général plus élevées. Et on a vraiment ce dégradé. En Suisse, les températures se calent sur la moyenne du globe, avec approximativement pour notre région une augmentation qui est 2 fois plus rapide que la moyenne de l'hémisphère nord, pour 2 raisons. Premièrement, parce que les régions océaniques voient leur température augmenter moins rapidement du moment que l'océan emmagasine de l'énergie, et puis aussi parce que plus vous allez au nord de l'hémisphère nord, plus les températures augmentent rapidement. Donc nous sommes quand même relativement au nord de l'hémisphère nord et puis assez loin des océans, ce qui explique ces valeurs doubles par rapport à la moyenne mondiale. Et puis regardons vers le futur. Les différentes possibilités qu'on pourrait avoir d'augmentation de température d'ici. Là, on se borne en général à 2100. Je vous montrerai aussi quelques visions qui vont un petit peu plus loin. Vers 2100, on s'attend, en étant très très prudent et surtout pas... en n'exagérant surtout pas, on va dire, on sera de l'ordre de 4 degrés de plus qu'auparavant. L'option en bleu, c'est un scénario qui, en fait, n'a aucune chance de se réaliser. C'est une sorte de calcul
qui indique comment les températures auraient pu évoluer si on avait complètement cessé les émissions de gaz à effet de serre. À l'évidence, ce n'est pas le chemin que nous avons pris, donc c'est juste comme ça une élucubration de climatologues théoriciens. Pour vous montrer des exemples concrets maintenant, vous voyez qu'on a, parce que c'est vrai que je vous dis, depuis, sur un siècle, disons, on a 2 degrés d'augmentation. L'essentiel s'est fait depuis les années 70. C'est quoi 2 degrés finalement? C'est vrai que ça se sent, si au lieu d'avoir -1 auparavant, vous avez +1, et bien vous voyez la différence, c'est gelé, c'est pas gelé. Cet été, quand vous aviez 30 au lieu de 28, c'est vrai que ça se sentait. Mais en réalité, on a beaucoup de phénomènes qui amplifient cette augmentation de 2 degrés. Et on voit en particulier, ça c'est un exemple qui est présenté par Météo Suisse, le nombre de jours tropicaux avec des températures qui sont supérieures à 30 degrés est clairement en augmentation. Et là, on arrive à des phénomènes qui vont pouvoir toucher la population. Personnellement, je pense que certes, les températures qu'il fait la journée pendant les périodes caniculaires nous concernent beaucoup, mais du point de vue de notre santé, de notre capacité à récupérer, ce sont encore davantage les températures qu'on a la nuit. Avec des nuits fraîches, on peut encore récupérer avant une journée chaude. Donc ce sont différents phénomènes qui peuvent nous toucher. Et puis, je croyais que j'avais pris 2... Oui, voilà. Évidemment, juste pour signaler, parce que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, ici en Valais, évidemment, quand les étés sont chauds, on a le recul des glaciers. Il est massif dans la région alpine et il va se poursuivre du moment que les glaciers aujourd'hui ne sont pas adaptés aux températures que nous avons aujourd'hui. Les glaciers ont quand même un stock de glace qui fait qu'ils mettent un certain temps à s'adapter aux températures qui existent. C'est comme au moment où vous mettez un glaçon dans un verre d'eau, ils ne font pas tout de suite, il lui faut un certain temps pour adapter à la température. Donc ça, c'est particulièrement la conséquence des étés plus longs, plus chauds. C'est aussi en lien avec les précipitations, évidemment, mais aujourd'hui, c'est le premier signal. Et puis, je vous montre un autre exemple, c'est le nombre de jours de gel qu'on a pris ici à Davos, c'est-à-dire à une altitude où on a en principe un bon nombre de jours de gel par année. Et vous voyez qu'on a une quarantaine de jours de gel en moins depuis les années 60 approximativement. Donc c'est un phénomène qui se marque dans l'ensemble des catégories. Ici, vous avez ce qu'on attend pour le futur, selon les scénarios. Le plus vraisemblable, vu la manière dont on s'y prend aujourd'hui, c'est qu'on sera sur du scénario qui sera même plus renforcé que celui-ci. Ceux-là, on peut déjà les oublier. Donc on va vers un nombre de jours de gel, vous voyez, qui sera proche de 0 dans les régions de plaine, ou en tout cas moins de 30, et puis un nombre de journées d'été qui va devenir très important. Donc on arrive sur le maximum de l'échelle ici. Pour vous montrer, vous vous souvenez qu'en avril dernier, 2017, on a eu un gel catastrophique, chers collègues, en Valais en particulier, dans la plaine et aussi sur les coteaux. Et nous avons enquêté pour savoir dans quelle mesure on assistait là à un phénomène qui était une tendance ou un phénomène qui était déjà survenu, mais qu'on avait perdu la mémoire peut-être, ou un phénomène qui était vraiment particulier. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, l'augmentation des températures fait qu'on a le dernier gel qui se produit de moins en moins tard. Si vous regardez mon exemple ici, en 1867, le dernier gel s'est produit un mois plus tard qu'en 2017. Mais la végétation aussi, elle réagit aux températures, et la végétation, elle a aussi pris de l'avance avec l'augmentation des températures. Donc la question, c'est de savoir dans quelle mesure les deux restent toujours bien coordonnés comme ils l'étaient avant, ou peut-être plus du tout.
Et dans les exemples que nous avons utilisés, nous avons montré que le gel de 2017 était un phénomène qui était tout à fait particulier, à une exception près s'agissant de ce seuil-ci, et même pas de l'autre seuil. C'était un phénomène particulier par rapport à l'avance de la végétation. Donc ce phénomène de gel est survenu très tard, une année où la végétation était particulièrement en avance. Elle est de plus en plus en avance, il y a un trend là-dessus, mais on avait en 2017 un printemps qui était vraiment très avancé, d'où les impacts catastrophiques sur les cultures et aussi sur la végétation naturelle. Donc c'est pas tellement qu'on ait une tendance à du gel qui est de plus en plus problématique, ni dans l'absolu, ni par rapport aux cultures. C'est surtout que là, on a eu un phénomène qui était unique. Donc peut-être que c'est un phénomène, c'est un vocabulaire que j'aimerais vous introduire ici, c'est la variabilité qu'on a d'une année à l'autre. Et dans un climat comme le nôtre, nous devons être très prudents parce que nous observons des tendances à long terme, mais qui s'inscrivent dans une très importante variabilité d'une année à l'autre, parce que vous avez vraiment de grandes différences entre une année et la suivante, que ce soit en termes de température, que ce soit en termes de précipitation ou d'enneigement. Donc là, on s'inscrit dans cette variabilité. D'autres conséquences, bien évidemment, surviennent par rapport à la végétation. Avec ces températures qui augmentent, certains arbres se portent de moins en moins bien. C'est le cas des pins sylvestres en particulier, qui se portent tout aussi bien qu'avant à haute altitude, mais pas à basse altitude. Ici, on est dans la région de Viège, au sud des Alpes, mais aussi, c'est possible dans une certaine mesure dans la région de Montreux, par exemple. On va avoir de plus en plus des espèces exotiques qui vont bien se porter. Aujourd'hui, au Tessin, on peut en cultiver quasiment jusqu'à 1000 mètres d'altitude, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui était possible vraiment seulement au bord du lac. On a aussi des effets bénéfiques, dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point, parce qu'une saison de végétation plus longue dans une région alpine comme la nôtre, rappelez-vous, et ce n'est pas les historiens qui l'auront oublié, dans cette région alpine, les populations ont toujours souffert d'une période de végétation trop courte. Ils ont toujours souffert de températures qui ne suffisaient pas pour les cultures. Donc tant qu'on n'a pas des augmentations qui sont excessives, comme on risque de les avoir sur la fin de ce siècle, on a aussi des avantages par rapport à la végétation. Avec deux limites, c'est la sécheresse, les épisodes de sécheresse qui vont se renforçant, accompagné d'épisodes de fortes précipitations aussi. Et puis l'autre limite, c'est le risque d'avoir des parasites, insectes ou autres qui pourraient se développer avec ces températures plus douces alors qu'ils ne pouvaient pas le faire auparavant avec des températures plus fraîches. Je vous montre juste ces petites simulations qu'ont fait mes collègues par rapport à l'évolution de certaines espèces d'arbres. L'épicéa, c'est typiquement un arbre qui a besoin plutôt de la fraîcheur. Donc, dans le futur, on va le voir plutôt quitter les altitudes basses, mais ça se fait progressivement. En général, du moment qu'une espèce est bien installée à une certaine altitude, elle a aussi un avantage compétitif par rapport aux autres espèces. Mais vous voyez que cette année, après l'été 2018, on a beaucoup de prolifération de bostryches. À la fois les arbres sont plus vulnérables et puis on a jusqu'à 3 générations de l'insecte, donc on va vers une mortalité importante des épicéas. Le hêtre aussi, c'est un arbre qui va se retirer vers des altitudes plus élevées, et puis au contraire, on a d'autres essences comme le chêne qui lui va plutôt pouvoir s'étendre sur la Suisse, et puis le charme aussi, lui, ça va plutôt être un gagnant. Donc dans la mesure où cette transition, je ne sais pas si je dois dire pourrait,
pourra se faire avec un rythme qui soit acceptable. Nos forêts vont changer, évoluer, la composition va changer. La question, c'est vraiment la vitesse du réchauffement dans le courant du XXIe siècle. Parce que vous savez qu'un chêne, un charme, c'est bien sympa, mais ça prend quand même une centaine d'années jusqu'à être adulte. Donc, si on ne peut pas l'avoir dans les régions d'altitude aujourd'hui parce qu'il fait encore trop froid, mais à la fin du siècle, on ne pourra plus l'avoir à basse altitude parce qu'il fera trop chaud. Voilà où on se trouve face à un problème, le gros dilemme des forestiers. L'autre point que je vous citais tout à l'heure, c'est qu'avec l'augmentation des températures, ce qu'on observe chez nous, c'est aussi une modification du régime des précipitations. Alors, on n'est pas dans une région où on a un vrai changement de quantité de précipitations annuelles. Par contre, on a de plus en plus des épisodes de sécheresse et des épisodes de précipitations intenses qui sont plus longs et plus forts. Donc ça peut amener à des incendies. Vous aurez remarqué que cet été, on a beaucoup parlé d'incendies, mais très peu en Suisse. Donc les incendies, c'est un peu comme les catastrophes, c'est vraiment lié aux causes humaines. En Suisse, vous n'avez presque pas de feu qui démarre de manière naturelle. Il y aurait la foudre, ça arrive, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est des causes humaines qui causent les incendies de forêt. Et si on a un bon management, vous avez vu cette année qu'on était en 5 en Valais, donc toute la population a été bien disciplinée et on a réussi à éviter ce type de catastrophe qu'on avait eu en 2003 au-dessus de Loïc. Les précipitations intenses, comme Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est éventuellement la cause de glissements de terrain, de coulées de boue. Là, on a les laves torrentielles que nos collègues observent dans la région de Loïc. Ça peut être parce qu'on a des précipitations intenses. En général, c'est un prérequis, on va dire. On a aussi toute la question de la fonte des glaciers dans une certaine mesure. On parlait de la débâcle de Gietro. Si on a un lac, évidemment, ça peut être le cas. Fonte du pergélisol ou permafrost dans certains autres cas, évidemment, avec désolidarisation du matériel rocheux. Je suis vraiment dans la même ligne qu'Emmanuel ici pour vous montrer la seule région aujourd'hui encore à peu près naturelle du cours du Rhône sur la traversée de la Suisse. Là, vous voyez qu'on a de l'espace pour le cours d'eau. À partir du moment où vous endiguez l'ensemble du cours d'eau, vous faites des savants calculs d'ingénieurs pour savoir comment sera la crue centenale. Et puis, en principe, ça doit tenir, sauf que ça ne tient pas toujours. Et puis, ça tient de moins en moins, vu qu'on a des crues qui ne sont plus dimensionnées sur les crues historiques. Là, vous avez ma collègue qui a repris le tracé ancien du Rhône en bleu clair et puis le tracé nouveau. On voit bien qu'on a pris de la place au cours d'eau dans le but de vraiment gagner des terres sur les marécages. Mais les marécages, ça a l'avantage de jouer le rôle d'éponge et d'éviter certains débordements, évidemment. C'est clair qu'aujourd'hui, on va dans le sens inverse vu les événements qui sont survenus. Et puis alors, on a aussi, en termes d'adaptation, beaucoup de solutions pour lutter contre les laves torrentielles. Donc, on a de quoi faire. Ça peut être sous cette forme, ça peut aussi être sous cette forme-ci quand on est dans une région de forêt. Donc, des possibilités existent. La seule question, ça va être combien d'argent ça coûte et puis combien de temps ça prend. Et puis bien souvent, dans les systèmes humains, on prend les mesures au moment où la catastrophe est déjà survenue. Donc il faut qu'on prenne aussi beaucoup de mesures avant, si possible. J'aimerais vous parler juste encore un petit peu de la neige.
pour vous montrer que la réduction, là on parle, et je souligne vraiment, je vous l'ai indiqué ici, on parle de l'enneigement sur la période du centre de l'hiver, donc décembre, janvier, février. Et on voit que depuis, dans les années récentes, on a une réduction jusqu'à une certaine altitude et puis au-dessus de 1500 à peu près. Sur cette période du centre de l'hiver, on n'a pas vraiment de réduction des précipitations neigeuses. Je ne vais pas vous donner la méthodologie ici en détail, mais c'est vraiment la part de la neige sur le total des précipitations. C'est le pourcentage de précipitations qui tombent sous forme de neige. On est en train de passer à toujours plus de pluie et toujours moins de neige. Selon l'altitude, on a des différences qui sont importantes. Pour aller voir ce qui se passe à plus haute altitude, il faut regarder la couverture neigeuse. Ce sont les données que nous avons. Et nous avons pu montrer que sur le début de la saison et sur la fin de la saison, en fait, nous avons une réduction qui est de la même durée, du même nombre de jours. On a le même nombre de jours en moins, quelle que soit l'altitude, qu'on soit en bas ou en haut. Donc évidemment, quand vous êtes à haute altitude et que, avant vous aviez de la neige jusqu'en juin-juillet, puis aujourd'hui vous en avez jusqu'en mai-juin, du point de vue de la pratique du ski, par exemple, ça a relativement peu d'importance, alors que si vous êtes à 1000 mètres d'altitude, ça va en avoir beaucoup. Et puis surtout, paradoxalement, vous voyez dans les chiffres que je vous ai montrés ici, le début de la saison, en fait, a perdu moins de jours de neige que la fin de la saison, 2 fois moins. Parce qu'en fin de saison, on a une accumulation moindre du moment que la saison est courte. On a aussi une augmentation de la température qui occasionne plus de fonte. Donc ces phénomènes s'expliquent bien. Mais ce qui est paradoxal du point de vue de l'impact, c'est que cette réduction du début de la saison, elle a beaucoup plus de conséquences du point de vue économique, du point de vue de l'activité liée aux stations de ski, parce que c'est à Noël qu'on souhaite skier. Et si, comme je vous disais avant, ensuite on manque de neige à Pâques ou même après Pâques, ça a relativement peu d'importance parce que les gens sont déjà en voyage sur les îles, ou en tout cas au bord des lacs s'ils font un peu attention à leurs émissions de CO2. Donc l'enneigement, pour me résumer rapidement, on a des réductions à toutes les altitudes, et on a pu le montrer récemment. On a une grande variabilité d'une année à l'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé l'hiver dernier. Je ne sais pas vous, c'est pas tout le monde. Hein, les personnes âgées n'aiment pas forcément qu'il y ait de la neige à basse altitude. Il était particulier. On a vraiment des grosses différences entre un hiver et un autre. Et ce qui est touché le plus, c'est les débuts et les fins de saison, donc la durée de la période. Les ouragans, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, comme il l'a dit tout à fait justement, lorsqu'on est dans des régions tropicales, des régions à ouragans typiquement, on voit l'augmentation des ouragans les plus forts. Donc on arrive à des valeurs qui sont plus importantes avec la recrudescence d'énergie qui est disponible liée à l'augmentation des températures. Pour une localisation comme la Suisse, théoriquement, il y a plus d'énergie dans le système, donc on devrait aller vers davantage d'ouragans, mais les fréquences sont trop faibles pour qu'on puisse vous présenter une statistique comme je l'ai fait pour les autres valeurs. Donc en principe, une légère augmentation, mais est-ce que ça veut dire qu'au lieu de 1 à 2 ouragans par siècle, désormais on en aura 2,3? Ça, c'est quelque chose qui est évidemment impossible à dire. Pareil pour tout ce qui est orage et grêle. La grêle, on l'observe lorsqu'elle occasionne des dommages. Lorsqu'un épisode très important, record de grêle, survient au milieu du lac Léman, c'est noté nulle part, ni par les météorologues, ni par les assureurs. Donc de nouveau, là, plus d'énergie dans le système, ça devrait occasionner une augmentation, mais c'est quelque chose qui n'est pas démontrable. Je terminerai avec quelques mots sur les causes du changement climatique. Vous voyez ici une reconstitution de 800 000 ans
des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, vous voyez que dans ces 800 000 ans, presque 1 million d'années, on a toujours été entre à peu près 180 et 280 ppm partis par million de concentration de CO2 dans l'atmosphère, avec, dans les périodes où les concentrations étaient basses, plutôt des températures basses, et puis à l'inverse, des températures élevées, des variations d'à peu près 5 degrés entre les périodes glaciaires et les interglaciaires. Aujourd'hui, nous filons, comme vous le savez, dans l'inconnu, puisque nous avons déjà dépassé les 400 ppm et nous ne savons pas à combien nous allons nous retrouver avec les quantités qui sont émises. Pour vous montrer un peu plus en détail, Emmanuel l'a montré tout à l'heure, c'est ici que vous avez les concentrations de CO2 des années récentes. Et puis, pour rester, on vous parle de cette limite de 2 degrés qu'on souhaiterait maintenir. Donc pour la planète, aujourd'hui, la planète a déjà augmenté de 1 degré. Si on veut la limiter à 2 degrés, ce serait approximativement ici. Ça voudrait dire qu'on devrait arrêter les émissions de gaz à effet de serre, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère à peu près à ce niveau. Ça signifie qu'à partir de 2050, on ne devrait plus émettre du tout de CO2. Et encore, cette simulation-là, elle a quelques années, on a émis encore davantage que ce qui était prévu. Donc ce serait un peu avant 2050 pour qu'on puisse en rester à 2 degrés. C'est pour ça qu'il est indispensable de réduire déjà aujourd'hui, parce qu'il est vraiment difficile d'imaginer qu'après 2050, on soit tout à coup à 0 émission par on ne sait quel miracle. Les émissions en Suisse, juste pour vous montrer, on a progressé, alors beaucoup trop lentement, on est bien d'accord, mais on a quand même progressé avec la rubrique qu'on appelle les ménages, c'est-à-dire surtout les émissions des bâtiments. Ce qui n'est pas bien allé, c'est les transports qui auraient dû se réduire aussi, puis vous voyez qu'ils ont plutôt augmenté. L'espoir vient de ces dernières années, puisque enfin on plafonne et puis qu'on espère pouvoir réduire. Les possibilités existent, les possibilités techniques existent, les questions sont vraiment d'un autre ordre, mais on doit arriver à avoir des bâtiments qui ne consomment plus aucune énergie et puis des transports qui fonctionnent autrement aussi. Mais juste pour que vous ne l'oubliez pas, une cause importante des émissions de gaz à effet de serre, c'est la déforestation dans les régions tropicales, la déforestation tropicale. Et cette déforestation, n'oublions pas que ce n'est pas chez nous, mais ça nous concerne à la fois du point de vue des conséquences et aussi du point de vue des causes. Parce que lorsqu'on consomme toutes sortes de produits, nous contribuons à détruire aussi la forêt tropicale. Donc là, il y a une sensibilité de consommateur qui peut nous permettre d'améliorer aussi les choses. Et pour parler aussi en termes plus globaux, puisque je suis restée très centrée sur des exemples suisses, vous montrez la montée du niveau des mers. Ce n'est pas le Léman qui va remonter en Valais, donc ici on est relativement tranquille, mais les mers vont effectivement augmenter probablement d'au moins 1 mètre d'ici la fin du XXe siècle. Et pour plusieurs siècles encore, le niveau de la mer va prendre le temps de s'adapter sur plusieurs dizaines de mètres. Donc ce mouvement que nous initions maintenant, et c'est vraiment notre génération qui est concernée par l'initiation de ce mouvement qui va se répercuter pendant des siècles et probablement des millénaires. Donc les décisions, chaque décision que nous prenons aujourd'hui a des conséquences immenses à la fois à l'échelle du globe, dans l'espace et dans le temps à très long terme. Voilà, c'était ce que j'avais préparé pour vous présenter ce soir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.